Pour cette nouvelle session donc des dialogues de la santé, nous allons aborder un sujet majeur, celui de la prévention dans les établissements de santé. Puisque comme vous le savez, comme nous le savons, malheureusement, le personnel soignant souffre, beaucoup de stress, beaucoup de surcharge de travail, des violences physiques ou verbales aussi, parfois, dont se pose un réel problème d'attractivité des métiers. Donc, quelle politique de prévention mettre en place? C'est la question que nous allons poser à nos invités. Donc avec à ma droite, Madame Béatrice Noëlec, vous êtes directrice des relations institutionnelles de la Fédération de l'hospitalisation privée. À vos côtés, donc le docteur Bertrand Mas-Fressinet, vous êtes président du groupe Pasteur Mutualité, médecin anesthésiste, réanimateur au centre hospitalier Edmond Garcin à Aubagne. À vos côtés, Zéna Briet, déléguée générale de la Fédération donc, de l'hospitalisation de France. Et à vos côtés, Marie-Sophie De Saulles, présidente de la FEAP. Donc, vous représentez le secteur sanitaire et médico-social privé non lucratif. Et pour animer nos échanges, Jean Gauthier, donc, directeur de la communication du groupe Pasteur Mutualité. Merci Hélène. D'abord, j'ai l'impression d'avoir organisé ce matin une réunion de famille. Une réunion de famille hospitalière. Vous êtes presque tous là. D'ailleurs, tous, c'est un masculin, c'est vraiment pas approprié. Hein. Je suis en train de regarder et je me disais même, on aurait organisé cette table ronde il y a 10 ans, j'aurais que des hommes. Comme quoi, les temps changent, comme disait Bob Dylan, et c'est heureux. Alors, on a quand même les trois grosses fédérations, donc on ne va pas bouder notre plaisir. Évidemment, vous êtes amis. Oui, amis. Vous avez évidemment des divergences sur certains sujets, mais aussi des convergences. Et on peut imaginer que la prévention fasse partie de vos points de convergence. Alors, je vous propose d'organiser les choses en 2 temps. Le premier temps, on va parler de la prévention dans les établissements que vous représentez, auprès des personnels en particulier. Et puis, une autre question, celle-là qui est peut-être plus problématique, c'est est-ce que dans la mission de vos différents établissements, vous vous préoccupez aussi, ou vous vous sentez acteur et actrice légitime de la prévention primaire, où vous êtes spontanément moins attendu en réalité. Sur la secondaire, évidemment, ça fait partie de votre ADN et de votre activité même, mais sur la prévention primaire, c'est à voir. Hein. Est-ce que vous faites des choses? Est-ce que vous envisagez de faire des choses ou pas? Je ne vais pas rappeler les chiffres de l'état, entre guillemets, de vos personnels, même si certains sont vraiment très, très inquiétants. Et en fait, curieusement, la crise, ou pas curieusement, mais la crise du Covid a été un révélateur, un peu comme un révélateur photographique. Et on voit bien que les personnels hospitaliers, au sens large, sont passés du statut de héros pour le grand public, vous vous souvenez des applaudissements, etc., à quand même une image auprès du grand public qui est une image quasiment de victime. Hein. Les gens qui travaillent dans des conditions très difficiles, etc., etc. Et tout cela, évidemment, est vrai. Hein. Encore une fois, ne rappelons pas les chiffres. Alors, le 31 mars dernier, je vais commencer par une question un peu polémique. Le 31 mars dernier, ouais, vous vous souvenez de ce que vous faisiez le 31 mars ou pas? Ouais, 2023. Alors, bah oui, avec plaisir. Agnès Firmin-Le Bodo, donc ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, donc a annoncé l'ouverture d'une enquête pour aider les soignants à retrouver une meilleure santé. Ça s'est traduit par un questionnaire mis en ligne depuis le 31 mars, complètement ouvert et anonymisé. Alors, vos 3 fédérations, ainsi que la Croix-Rouge et d'autres, ont participé aux travaux de rédaction de ce questionnaire. Hein. Donc il y a, je crois, une 40aine de questions qui sont posées. Franchement, quand j'ai regardé ça, je me suis dit d'abord, mais est-ce qu'on a encore besoin d'une énième enquête, énième étude pour traiter ce problème? Est-ce que, je vais à dessein être un chouïa agressif, est-ce que vous n'avez pas le sentiment de participer en fait à une temporisation des solutions aux problèmes? Allons-y gaiement. Non.
Bien, merci beaucoup. Voilà, pour cette réponse rapide. Madame Non, parce que on a quand même réellement besoin d'objectiver les choses. Et pour le coup, vous faites la référence à la crise Covid. Je pense que la réalité vécue par les personnels soignants, c'est pas exactement la même chose il y a 5 ans et aujourd'hui. Et donc, on a objectivement besoin d'actualiser comment les uns et les autres perçoivent leur situation de travail, leurs conditions de travail, leur organisation de travail. Et donc, je pense qu'il y a un intérêt à actualiser, après la crise Covid, cette question pour être plus pertinent et pour être plus efficace dans les mesures qui vont être prises. Ça me semble vraiment un élément majeur. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais quand on parle des questions d'attractivité et donc après des questions de recrutement, en réalité, les attentes des jeunes qui arrivent dans nos professions ne sont pas les attentes d'il y a 3 ou 4 ans. On dit que la relation au travail a été modifiée dans l'ensemble de la société française, mais la relation au travail a été également modifiée chez nous, dans nos établissements. Il faut donc qu'on ait une actualisation de la situation pour ne pas prendre des mesures qui auraient été efficaces il y a 5 ans, mais qui ne le seront plus aujourd'hui. Peut-être alors pour réagir à la fois à vos propos introductifs, parce que malgré tout, même si on a applaudi les soignants et qu'après on les a moins applaudis, ça reste quand même des métiers d'engagement, des métiers passionnants et des métiers qui donnent du sens. Et je pense que c'est toujours important de le rappeler. Pour autant, c'est vrai que c'est des métiers difficiles. On était en plein confinement. Et alors, pendant qu'on était confinés chez nous, on en voyait d'autres qui allaient au front. Donc, inévitablement, c'est vrai que ça mettait en lumière les difficultés de ce métier. Et puis, par ailleurs, comme vient de le dire Marie-Sophie, c'est vrai que le rapport au travail a complètement changé, mais partout. Mais vous avez raison, c'est que tout de même, les professionnels de santé, ce ne sont pas toujours ceux qui s'occupent le mieux de leur santé. Non. C'est comme le cordonnier, vous savez, c'est toujours celui qui est plus mal chaussé. Et du coup, c'est vrai que même si dans les établissements, en tout cas nous, les établissements publics, nous n'avons pas attendu, nous faisons des baromètres sociaux, mais aussi des baromètres santé. Et puis nous avons aussi, on va y revenir ensuite, des politiques en la matière de prévention des risques, des plans de prévention, etc. C'est vrai que c'est important quand même d'objectiver, d'autant plus que ça ne touche pas que les hospitaliers, ça touche les professionnels libéraux. Et on sait combien les professionnels, c'est parfois négligent avec leur propre santé. Puis ensuite, en termes de santé, c'est variable en fonction des professionnels. Je vois par exemple pour les catégories aides-soignantes et agents des services hospitaliers, on a pu notamment le démontrer, le taux de sinistralité est plus important chez les aides-soignantes plus fort que dans le BTP. Et on voit bien que là aussi, il y a un problème. Ça veut dire que quelque part, à la fois, leur santé nécessite beaucoup plus de prévention et d'accompagnement, et que ça nécessite aussi de continuer à investir dans la formation, dans la prévention des risques et surtout dans la possibilité de reconversion professionnelle. C'est la raison pour laquelle, puisque c'est d'actualité, aujourd'hui nous sommes en plein débat sur les retraites, enfin débat, je ne sais plus si c'est toujours débat, mais en tout cas nous avions appelé à la création d'un fonds d'usure professionnels qui permettent justement d'anticiper cette usure et lorsque l'usure est là, de permettre des plans de formation qui permettent une reconversion professionnelle. Vous partagez, Béatrice? Oui, alors, vous avez raison, Jean, on aurait pu se dire de prime abord encore un questionnaire. Ouais. Nous, on a envie d'être dans l'action. Néanmoins, c'est très précieux, après ce qu'on a vécu, après ces années de crise sanitaire, de faire cet arrêt sur image. Alors évidemment, Zénabriel le disait, on n'a pas attendu collectivement pour faire des choses sur le sujet. La FHP a signé il y a une dizaine d'années une convention nationale d'objectifs avec la CNAM pour favoriser la prévention des risques professionnels dans les établissements, pour instiller, je dirais, une véritable culture
de la prévention, avec ensuite des signatures de contrats de prévention avec les CARSAT. Mais néanmoins, je pense que le fait de poser les choses, la volonté de la ministre, c'est de créer une dynamique collective, c'est de créer un élan collectif là-dessus. Et finalement, le fait de poser les choses, vous savez, il y a le fait d'avoir un questionnaire, ça permet aussi de lever les mécanismes de déni et d'autocensure sur ces sujets. On vous pose des questions, et le fait même de vous poser des questions crée une sorte de prise de conscience finalement assez vertueuse. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est dans le questionnement, alors évidemment, il y a des sujets qu'on connaît tous, les TMS, les postures, etc. Mais là, on a une vision plus large. On a une vision, je dirais, quasiment holistique. C'est-à-dire qu'on interroge aussi le soignant, non seulement dans son exercice soignant, mais aussi dans son environnement. Et on voit bien, aujourd'hui, quand on demande aux professionnels de santé qu'est-ce qui compte pour vous, alors on dit la quête de sens, voilà. C'est un peu une expression tarte à la crème, la quête de sens. Et ce qui compte aussi, c'est d'arriver à concilier les différentes dimensions de leur vie. Et ça, c'est quand même quelque chose de fondamental. Je rappelle quand même que dans les paramédicaux, c'est 85-90% de femmes. Il y a aussi ce sujet-là, je reviendrai après sur l'approche genrée qui me tient beaucoup à cœur. Mais pour le coup, avoir cette dimension large qui interroge aussi des choses comme le logement, l'alimentation, le sommeil, on a des adhérents, des établissements qui mettent en place, par exemple, des programmes de ressources numériques pour que les soignants puissent trouver de l'aide. On a des partenariats, par exemple, avec les crèches, des mises à disposition de logements, des interrogations sur les transports. On voit bien que cette dimension, je dirais, plus englobante, plus générale, qui feront vraiment partie intégrante, je crois, de l'attractivité demain des professions du soin. Parce qu'on a des sujets qui nous séparent, mais on a aussi un gros sujet qui nous rassemble, toutes fédérations confondues, c'est la pénurie de professionnels de santé, et notamment paramédicaux. Donc on a un travail énorme à faire, et aussi les pouvoirs publics ont un travail énorme à faire en matière de formation, en matière d'emploi, en matière d'attractivité. Et moi, je suis convaincue, effectivement, que tous ces éléments sont partie intégrante de l'attractivité, que le fait aussi d'avoir des carrières évolutives, c'est-à-dire qu'on ne dit pas à un jeune « bon, bah, tu rentres là-dedans, puis dans 30 ans, tu feras la même chose, payée de la même façon », c'est évidemment aussi pour le bien-être psychologique tout au long d'un parcours professionnel absolument fondamental. Donc, en résumé, oui, bien sûr, il faut agir et agir rapidement sur tous ces enjeux. Alors j'entends bien tout ça, mais c'est une tâche énorme auquel les établissements se confrontent. Vous n'allez pas, ni les uns ni les autres, pouvoir faire ça tout seul. Ça me semble évident. Donc c'est quoi le premier effort? C'est de concentrer différents partenaires pour que les établissements puissent y arriver. Comment vous voyez les choses en fait aujourd'hui? Si je parle des problématiques de logement, si je parle des problématiques de crèche, si je parle, voilà, ça va vous imposer quand même de passer des partenariats avec le reste du monde. Oui, oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, il y a à la fois la prévention des risques et la qualité de vie. Alors, en ce qui concerne la prévention des risques, il faut rappeler que quand même, depuis maintenant une quinzaine d'années, il y a des obligations réglementaires pour les employeurs, qu'ils soient privés ou publics, et en l'occurrence, en ce qui nous concerne, l'employeur public. Donc, il n'y a pas un projet d'établissement, un projet social qui ne prend en compte cela. Donc, avec un document unique des risques professionnels, un niveau de criticité, avec des actions correctives et des actions préventives. Donc ça, maintenant, ça est transmis à l'inspection du travail, etc., etc. Donc ça fait partie inhérente de la vie et du projet social et des conditions d'exercice des professionnels. Depuis plus d'une dizaine d'années, se sont ajoutés à cela l'environnement. Et donc, effectivement, les établissements, mais plus largement, la Fédération hospitalière de France, par exemple, a signé des chartes avec l'Association des maires de France, avec l'Association des régions de France, pour faciliter à la fois l'accès au logement, mais faciliter aussi l'accueil en matière de petite enfance, et puis faciliter aussi l'installation du conjoint dans la région qui est concernée. Donc il y a beaucoup de mesures qui ont été prises en la matière, donc on ne part pas de rien. En revanche, effectivement, maintenant il faut prendre en compte aussi les velléités d'exercer autrement.
Donc les velléités d'exercer, parce que ça participe aussi à l'état de bien-être du professionnel. Donc les velléités d'exercer autrement, à la fois probablement changer au bout de 2 ans, même moins de lieux d'exercice, à la fois aussi disposer de temps. On voit aujourd'hui, on a une grosse problématique avec la permanence des soins, Oui. avec la continuité des soins. Le travail de week-end, le travail de nuit, le travail de jours fériés. Et là aussi, alors là, c'est vrai que là, collectivement, à prendre à bras-le-corps ce sujet, parce que qu'on le veuille ou non, on aura toujours besoin de structures qui seront à même d'accueillir des patients H24. Et puis, les patients, ils ne s'arrêtent pas d'être malades le dimanche, le jour férié et pendant les vacances. Donc, inévitablement, là, il faut aussi expliquer qu'on fait tout pour améliorer cela. Alors, ça passe bien sûr par la rémunération. Et là, qu'on le veuille ou non, il y a un sujet rémunération. Hein. Le travail de nuit. Vous avez obtenu 10 milliards. Le travail de nuit, il n'a pas fait l'objet. Attendez, le travail de nuit, il n'a pas fait l'objet de revalorisation. C'est un des chantiers qui va s'ouvrir. De la même façon, ensuite, au-delà de la rémunération, eh ben, comment on fait pour faire en sorte que on puisse à la fois concilier vie privée, vie professionnelle et répondre aussi, parce que ça y participe, c'est très important. Et je pense que ce qui est le plus compliqué, ça va être là, parce que les métiers de la santé, on va pouvoir apporter tout ce que l'on pourra faire en matière d'accompagnement, mais inévitablement, je pense qu'il faut avoir à l'esprit que quand on s'engage dans ces métiers, on s'engage aussi sur un rythme de vie qui est forcément pas le même que tout le monde. Et donc, il faut penser sa carrière. Il faut penser sa carrière et son exercice professionnel au regard de ses appétences, mais aussi au regard de ses capacités à pouvoir intégrer. Et ça, employeurs, nous avons le devoir, nous, d'organiser ces parcours professionnels. Par exemple, nous avons la chance d'avoir l'ensemble du parcours de soins sur un territoire pour nos professionnels. C'est de penser à un exercice professionnel qui soit diversifié, à la fois en unité d'hospitalisation, à la fois en unité ambulatoire, à la fois au domicile et à la fois dans les structures médico-sociales. Et aussi d'accompagner à la progression. Nous investissons beaucoup sur la formation. Et de la même façon sur la formation continue et donc les promotions professionnelles et donc offrir des parcours qui puissent répondre à cela. Mais c'est vrai que ça nécessite aussi des moyens et ça nécessite également de l'accompagnement. Marie-Sophie de Saulouis, parce que... Oui, alors peut-être en complément, parce que je partage ce qu'a dit Zénab, bien évidemment. Peut-être en complément, je pense que dans les actions des fédérations, alors il y a une action, à mon avis, vis-à-vis des pouvoirs publics, par exemple pour faire évoluer les blocs de compétences des formations des professionnels et pour intégrer systématiquement dans les formations quelque chose autour de la prévention pour soi-même. Je veux dire, je suis quand même frappée de voir qu'aujourd'hui, dans les cursus de formation, on n'intègre pas la question de comment, j'allais dire, je fais attention à moi, comment je me mets en dispositif éventuellement d'alerte, quelles sont les bonnes techniques pour pouvoir travailler sur les troubles musculo-squelettiques, mais également sur les risques psychosociaux, avec la logique du travail en équipe, etc. Donc il y a quelque chose qui n'a pas encore été intégré, à mon sens, et pour lequel les fédérations doivent militer, c'est cette question autour de la formation de chaque professionnel de santé à préserver sa propre santé. Donc ça, c'est quelque chose, et c'est dans le rôle de nos fédérations d'essayer de faire évoluer les politiques publiques. Il y a un deuxième élément, évidemment, la FEAP, comme pour la FHF, on est sur l'ensemble du champ. Et donc, ça veut dire que pour les parcours professionnels, on a aussi sur les territoires la possibilité de proposer une diversité d'exercices professionnels. Et je pense et en même temps, on ne le capitalise pas suffisamment. Je suis obligée de le dire qu'il y a encore beaucoup trop un raisonnement qui serait de type association par organisme. Et en réalité, on a un tout petit peu de mal à être dans une logique plutôt de parcours entre organismes. Donc là, c'est dans notre rôle de fédération que de faciliter cela. Et puis, au-delà des questions de la rémunération, mais je partage l'avis de Zénab,
Je pense qu'on a également une réflexion collective à avoir sur le collectif de travail, la logique de l'équipe. Et donc, on n'est plus du tout, et je pense qu'il faut qu'on réussisse à sortir d'un modèle très descendant, où ce sont les cadres d'une équipe qui définissent les contraintes et qui va être soumis à tel ou tel type de travail. Je pense que la demande aujourd'hui de celles et ceux qui arrivent dans notre milieu va être quand même d'être dans de la co-construction, de projets de réponses avec quelque chose qui est autour de... on nous dit les contraintes, on intègre les contraintes dans la manière dont on répond. Et donc, par exemple, l'exemple très pratique, c'est le planning. Et c'est la construction du planning. La question, c'est qui fait le planning ? Eh oui. La question, c'est est-ce que le planning est fait par le cadre ? Ou est-ce que le cadre donne les logiques de contraintes, de présence qu'il y a, etc. Et ensuite, les choses se co-organisent. Vous aurez toujours besoin un peu de régulation, je ne vous dis pas le contraire. Mais quand même, entre une logique descendante et une logique remontante, honnêtement, vous changez complètement la perception. C'est beaucoup plus facile, en ayant intégré les contraintes, de dire, bon, bah là, ok, je peux te remplacer, etc. Oui, toi, tu as telle contrainte familiale, bon, donc on le fait, que quand c'est organisé de manière descendante. Donc, on a un sujet aussi majeur pour nous d'évolution de la logique du travail en équipe et de la logique du management. Et puis quand même, je reviens sur la question de la permanence des soins. Et en fait, parce que c'est aussi une question de partage de contraintes. Donc, le partage de contraintes sur la continuité est à l'intérieur de nos équipes ou à l'intérieur de nos établissements, mais elle doit être également à l'intérieur d'un territoire. Et pour le coup, elle doit l'être entre l'ensemble de nos établissements, mais également avec les libéraux. Et il faut là aussi qu'on réussisse à faire bouger un peu les lignes, mais c'est la même dynamique. C'est la logique de la contrainte. Il y a une responsabilité populationnelle. Il y a une population sur un territoire donné qui a besoin d'une certaine quantité de soins et de permanence de soins. Et ben on co-organise cette permanence de soins en répartissant la contrainte, pour éviter que la contrainte ne se focalise soit sur un établissement, soit sur une même profession, etc. Donc là, on a un sujet qui est un sujet majeur, qui est un sujet d'organisation, et qui, pour le coup, peut être porté par nos fédérations. Oui, oui, moi je voulais revenir sur ton intervention du départ et sur notre réunion du 31 mars au ministère à l'invitation parce que vous y étiez. Oui, Bertrand de Madame la ministre, pour dire quand même que c'est une initiative fort louable, puisqu'il s'agissait de mettre autour de la table et dans la salle un ensemble d'acteurs qui tous participent à essayer, avec humilité, de faire en sorte que la souffrance du soignant soit atténuée, prévenue et n'existe plus demain. Donc, et il s'agissait de mettre la lumière sur une réalité. Voilà, donc, et à travers ça, de prendre un certain nombre d'initiatives, certains questionnaires, mais aussi d'encourager la recherche sur le sujet, et puis de lancer une mission qui a été lancée ce jour-là. Évidemment, ça ne fait pas tout, mais c'est le début de quelque chose. Et on sait tous, on le vit tous au quotidien, que la souffrance du soignant ne se réglera pas avec des solutions cosmétiques. Évidemment, il faut une approche de fond, il faut valoriser les métiers, il faut valoriser les carrières, etc. etc. Mais il n'empêche qu'on vit aujourd'hui des situations qui sont parfois dramatiques. J'ai eu l'occasion de le dire, mais moi, dans ma carrière, j'ai connu alors, je suis anesthésiste réanimateur. J'ai 2 collègues qui se sont suicidés. C'est violent, c'est dans leur bureau avec une perfusion, et ils sont morts le lendemain matin. Donc c'est ça, la souffrance du soignant. Voilà. Donc, et face à ça, en effet, il faut agir, et chacun en prend la mesure. Nous, en tant qu'acteurs mutualistes, et surtout vieille société de secours en réalité, comme je le rappelle à chaque fois, mais vieille société de secours qui s'adresse aux soignants, et donc qui a vocation à les aider dans ces moments difficiles. On a 2 actions. On a une action de prévention primaire qui est celle de la boxe à l'hôpital,
Il s'agit en gros de faire pratiquer une activité sportive au personnel, au sein des établissements. C'est à la fois une décharge émotionnelle et puis c'est faire du sport. On pourrait presque dire que c'est de la prévention primaire sur la souffrance psychologique. Et en tout cas, c'est un vrai succès au sein des établissements, publics, Oui. privés, tous font appel à nous. Et puis, on a un programme plus particulier qui serait plus dans le cadre d'une prévention secondaire, c'est-à-dire des gens qui sont déjà en souffrance, qui expriment une souffrance, pour lesquels on a un programme qui est un programme qu'on a importé du Québec. Alors, au Québec, ça s'appelle le programme d'aide des médecins du Québec. Et aujourd'hui, ici, ça s'appelle le programme M. Et il s'agit de pair à pair, et c'est ouvert à tous les soignants, pas qu'aux médecins. Quand quelqu'un est en souffrance, il peut appeler, il va être pris en charge par un pair. Si c'est un médecin qui va le prendre en charge. Si c'est une sage-femme, c'est une sage-femme qui va prendre en charge, qui va être à l'écoute et va essayer de trouver un certain nombre de solutions pour que cette personne sorte d'une période de difficultés professionnelles, émotionnelles, qui sont souvent liées à un isolement et souvent liées à plusieurs facteurs. Des difficultés dans la vie professionnelle, mais souvent aussi des difficultés dans sa vie personnelle. Et donc, il faut une approche vraiment large pour essayer de faire passer un cap à ces personnes. Donc voilà, juste le témoignage que je voulais apporter sur la mission de la ministre et sur l'action que peut avoir humblement un acteur mutualiste qui s'adresse aux soignants. Alors, Marie-Sophie parlait de l'importance du projet d'équipe comme outil. Vous, du côté de l'AFHP, Béatrice Noëllec, vous avez mis en place des expérimentations sur les irritants du quotidien, parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir les problèmes comme étant des grosses masses, mais en réalité, pour beaucoup de soignants, c'est une accumulation de petites choses en fait qui font qu'ils se retrouvent parfois dans des situations incroyables. Absolument. Et effectivement, pour aller dans le sens de ce que disait le docteur Mastroissinet, nous sommes très engagés dans la démarche de la ministre parce qu'aussi, on le puise aussi dans la réalité effective de ce que vivent les établissements. Je vais revenir tout de suite sur les irritants du quotidien. Je voulais dire aussi qu'il faut être aussi à l'écoute des nouvelles attentes. Par exemple, il y a un sujet sur lequel, à juste titre, les communautés soignantes et les professionnels en général d'ailleurs, médicaux, paramédicaux et les autres professionnels administratifs sont très sensibles. C'est aussi la réduction des risques environnementaux. On voit bien sur les pollutions de l'air avec les formaldéhydes ou tout un tas de choses. On voit bien que là, il y a aussi d'autres demandes, d'autres attentes. Nous, on a fait une charte d'engagement RSE. S'appelle soigner durablement. On ne peut pas soigner durablement si on ne prend pas en compte effectivement aussi la santé des soignants. La santé des soignants, c'est fondamental pour soigner durablement. Alors, pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, c'est tout simple. C'est de dire que parfois, quand on se fixe des grands objectifs, on ne sait pas par où commencer. Et dans la prévention, finalement, quand on a mis 100 priorités, on n'en a aucune. Les irritants du quotidien, c'est finalement tous les matins, les soignants, les professionnels soignants et non soignants qui se disent finalement qu'est-ce qui potentiellement pourrait faire que notre travail sera empêché aujourd'hui. De manière très simple, comment est-ce qu'on va désamorcer en début de journée quelque chose, une connexion défectueuse, peu importe, mais quelque chose qui vraiment va être le petit caillou dans la chaussure, qui au début, on ne va pas trop le sentir, puis à la fin de la journée, on aura les pieds en sang. Et finalement, une petite chose par jour, c'est 365 problèmes évités dans l'année. Et c'est effectivement une réactivité aussi qui est importante. Peut-être un autre exemple, puisque vous nous demandez de puiser un peu dans des choses concrètes. Oui. On a des... Zéna Briet parlait tout à l'heure des logiques d'autocensure, de déni, etc. C'est important aussi pour les soignants qui sont en souffrance d'avoir des lieux dédiés à l'écoute et à leur souffrance. Et on a des cliniques qui développent des unités de soins avec des projets de soins
pour les soignants en souffrance, pour leur adapter à leurs contraintes, parce qu'on parlait des contraintes horaires, etc., adapter à leurs contraintes inhérentes à leurs exercices. Mais ça, c'est très, très important. Troisième sujet, je pense qu'on ne fera pas sans les acteurs de la démocratie sanitaire. Moi, il y a une expression de Philippe de Normandie qui est très engagé sur ces sujets que j'aime bien. Il dit « Patients, prenez soin de vos soignants ». Pas pour les culpabiliser, pour les associer à cette démarche. Parce qu'on dit toujours, finalement, on renvoie toujours aux soignants tout ce que les patients ont dit, tous leurs griefs. Oui. De temps en temps, ça serait bien aussi de leur faire le feedback, pardon pour cet anglicisme, le retour de ce qui va bien, le retour de ce qui est positif. Et ça, c'est pas très culturel, c'est pas très français culturellement. Hein. On préfère, on en parlait aux tables rondes précédentes, être dans le punitif. Deux derniers points, l'importance de l'approche genrée, j'en parlais tout à l'heure. Depuis quelques années, on sort enfin de l'invisibilité, le sujet de la santé des femmes, de la spécificité, la nécessité d'avoir une approche genrée, des pathologies, etc. Voilà. Évidemment, ça doit être la même chose pour les femmes soignantes. Il y a aussi des spécificités qui doivent être prises en compte. Et puis la dernière chose, c'est ce qu'on a rebondir tout à l'heure, c'est évidemment la solidarité territoriale entre les acteurs de tout statut, public et privé. À cet égard, la crise sanitaire a vu se mettre en place des coopérations extrêmement vertueuse entre le public et le privé. Il ne faut pas que cet esprit se délite, c'est absolument fondamental. Et il faut effectivement que cette solidarité territoriale, elle cesse d'avoir une grille de lecture selon les statuts, mais qu'elle ait une grille de lecture autour des missions, ça qui nous réunissent, et ça, c'est tout à fait fondamental. On va en parler justement de l'aspect territorial, mais juste avant, je voulais vous poser une question, parce que la FHP est moins... vous faites que du sanitaire, vos établissements sont exclusivement dans le sanitaire, ce qui n'est pas votre cas, puisque vous gérez des EHPAD, vous gérez beaucoup de choses dans le médico-social. Est-ce que la situation est différente, moins importante, plus grave dans les deux secteurs ? Non, je pense que quel que soit le secteur, la charge mentale, les conditions d'exercice, tout ce qui pèse sur les soignants est la même chose. Pour autant, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle, en ce qui nous concerne, toutes les actions qui ont été mises en place, elles concernent à la fois le champ sanitaire et le champ médico-social. Alors qu'il s'agisse des héritants du quotidien, qu'il s'agisse des plans de formation. Je rappelle qu'à ce titre, nos agents de la fonction publique hospitalière, 50% d'entre eux, chaque année, ont une formation dédiée en matière de prévention. Et que, en fait, le sujet, c'est également comment on intègre, on fait partie... prenante de la vie au quotidien, mais aussi des orientations stratégiques de la fédération, mais aussi des établissements, et que ça fasse partie inhérente. Et ça, je pense qu'il y a vraiment une maturité, en tout cas en ce qui nous concerne, nous, les établissements publics. S'il fallait citer tous les aspects très concrets qui ont été mis en œuvre, il nous faudrait quand même passer beaucoup de temps, parce que, heureusement, Marie-Sophie citait les plannings, mais je me souviens, il se trouve que moi, j'ai eu une première carrière professionnelle en qualité d'infirmière. Il y a 40 ans, on faisait nos plannings nous-mêmes. Ouais. Je veux dire, en général, d'ailleurs, le cadre était bien content qu'on le fasse, c'est quand il y avait un souci, vous voyez. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, il faut les choses ont quand même beaucoup bougé. De la même façon, Béatrice le disait, la transition écologique en santé. En fait, il faut donner du sens aussi à son exercice professionnel, et puis il faut que ça soit en adéquation avec les convictions. Et bien évidemment, la transition écologique en santé, les professionnels eux-mêmes la portent. Donc c'est la raison pour laquelle, dans les établissements, à la FHF, on a mis en place des actions et un programme en la matière. Donc c'est vrai qu'il faut aussi être en anticipation des attentes des professionnels, et aussi en anticipation de ce qui nous entoure. Puis enfin, pour revenir à... je crois que vraiment ce qui donnerait du sens pour en revenir à la question de l'organisation sur le territoire, c'est vrai que les professionnels de santé, ils voient bien ce qui se passe, que ce soit en structure médico-sociale ou en structure sanitaire. Donc les incohérences de prise en charge, les ruptures de prise en charge qu'ont les patients, la non-accès aux soins, inévitablement pour eux aussi, c'est de la charge mentale supplémentaire. Et donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le système ne fonctionne pas à
comme il faut. Et donc, pour eux, c'est de se dire, mais c'est pas possible, cette personne, on l'a reçue il y a quelque temps, pourtant ça allait bien, mais parce qu'elle n'a pas pu avoir accès, elle revient. Et ça, il nous faut absolument remettre le système aussi à l'endroit et faire en sorte qu'on puisse avancer. C'est vrai qu'il y a eu des coopérations, par exemple territoriales, dans le cadre de la crise. Il a fallu monter des centres de vaccination, tout le monde s'y est mis. Il a fallu déprogrammer, tout le monde s'y est mis. Certains ont déprogrammé plus que d'autres. Mais pour autant, on est à l'heure de vérité. Vous voyez, là, on essaie d'encadrer l'intérim médical. Nous sommes à l'heure de vérité. Nous savons que là, avril, on va probablement y arriver. Mois de mai, il va y avoir tous les ponts. Ensuite, il va y avoir les vacances. Et donc tout ça, ça s'anticipe pour ne pas se retrouver. Parce que derrière, vous aurez beau mettre en place tous les plans d'accompagnement, toute la politique et stratégie, toutes les actions concrètes, il suffit d'une nuit qui se passe mal, il suffit d'un week-end qui s'enchaîne et tout se casse. Donc je pense que collectivement, on a tous intérêt à agir. Alors j'ai aucun doute là-dessus. Mais après, il faut apporter, c'est comme l'amour, il faut des preuves d'amour pour que ce soit véritablement efficace. Marie-Sophie Dessaules. Oui. Alors j'apporterai peut-être une nuance à ce que disait c'est bien. Zéna. Ah bah oui, quand même. De temps en temps, il faut changer. Oui. Donc, non, moi je pense quand même qu'il y a des établissements qui sont plus en difficulté que d'autres. Quand on parle des soignants. Et je dois dire que moi je suis particulièrement préoccupée par la situation des EHPAD. Voilà. Et donc du secteur et du secteur personnes âgées. Et je pense qu'on ne peut pas avoir exactement le même raisonnement entre des établissements de santé, les EHPAD ou des établissements dans le secteur du handicap. Et que quand même, le secteur des EHPAD, les professionnels de soignants cumulent un certain nombre de difficultés. D'abord, la réalité de la charge en soins et de l'insuffisance en nombre de ces professionnels, et puis une charge mentale, c'est-à-dire qu'on n'a pas adapté non plus complètement, j'allais dire, le niveau de formation des professionnels au fait que aujourd'hui 90% des personnes ont en fait des troubles neurodégénératifs, et qu'en réalité on est plus proche finalement des questions posées par les troubles du comportement en psychiatrie que l'on est réellement dans une logique de foyer. Et pour le coup, on n'a pas du tout adapté les logiques de réponse, les logiques de supervision possible, les logiques etc., pour aider ces professionnels qui sont confrontés en permanence avec des personnes qui ont des troubles du comportement. Et donc, s'il y avait vraiment un plan d'urgence à faire, moi je dis que le plan d'urgence, il est en nombre et en qualité sur la dynamique des EHPAD. Et puis, jusqu'à présent, là, on est tous en train d'avoir une vision un peu générique. Très macro. Ouais, très macro. Ouais. Sur la question des difficultés des soignants. C'est aussi assez intéressant à un moment donné de rentrer un peu dans le cœur de la machine pour savoir aussi pourquoi quelquefois ça marche bien. Parce que quelquefois, il y a quand même des gens qui sont heureux au travail. Oui, c'est pour ça, c'est juste parce qu'il y a un moment donné, il faut peut-être changer un tout petit peu le prisme. Alors, qu'est-ce qui fait, quand on regarde un peu les choses, qu'est-ce qui fait ? Bon, c'est vrai que quand on n'a pas trop de contraintes de travail, de nuit, de week-end, etc., on va plus se retrouver dans des modalités de travail qui se rapproche plus de la logique un peu habituelle. Et c'est vrai que par exemple, le fait qu'on ait de plus en plus de la pratique ambulatoire et moins d'hospitalisation complète fait qu'on va se retrouver dans un exercice professionnel qui est sans doute plus facile et qui permet de mieux adapter vie familiale et vie professionnelle. Là où on a des difficultés plus importantes, c'est certainement dès lors que nous avons de vraies contraintes de travail, 365 jours par an et 7 jours sur 7. Ça, c'est la première chose. Mais en même temps, ça ne définit pas non plus complètement la réalité de la qualité de vie au travail. Et je crois vraiment à la logique du projet de service et du projet porté par l'équipe. On le dit souvent, intuitivement, on pourrait se dire que c'est en soins palliatifs que c'est le plus compliqué de recruter ou de fidéliser, etc., alors qu'en réalité, non.
parce qu'on a, on a un projet qui est fort, qui est un projet qui a du sens et où les gens arrivent parce que ça a du sens. Je vis un peu la même chose, par exemple, dans le secteur du handicap. À la FEAP, on voit bien que voilà, vous allez vous occuper avec des enfants, même polyhandicapés, etc. Mais vous arrivez avec un projet, et donc il y a une logique qui est liée sans doute à la charge, un peu à la charge mentale, et quand même à la perception du sens. C'est-à-dire ce que je fais a du sens, c'est ça que j'ai envie de faire, et donc j'en accepte un certain nombre de contraintes. Donc dans toutes les réflexions que l'on a, je veux dire, il faut quand même qu'on sorte d'une logique un peu trop macro et qu'on rentre plus pour essayer de mettre en place des politiques qui soient des politiques, j'allais dire, adaptées en accompagnement des professionnels, en organisation, etc., en fonction des lieux et des réponses qu'on apporte aux personnes. Oui, je partage. Ça me paraît effectivement très, très important. J'échangeais pour préparer notre audition sur la loi Leonetti-Claes, évaluation de la loi Leonetti-Claes, avec la présidente de la Société française de soins palliatifs qui disait ça précisément. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est très contre-intuitif. Mais en réalité, le turnover, pas autre anglicisme, le turnover est faible parce qu'effectivement, c'est pétri de sens. Et ça nous interroge de manière plus collective, finalement, sur qui va nous soigner demain. C'est-à-dire comment, avec les pénuries, etc., comment on dit aux jeunes, aux enfants, à nos enfants, en fait, aujourd'hui, moi j'ai des enfants qui ont 11 et 15 ans, je ne sais pas ce qu'ils vont faire demain, qui ont 11 et 15 ans, mais comment on les amène vers les professions du soin, vers les professions du care. Il ne faut pas oublier que depuis des années, ils regardent les réseaux sociaux, ces jeunes-là, ils regardent moins la télévision, mais ils regardent les réseaux sociaux, ils voient des soignants en souffrance, Parce que, effectivement, les médias montrent ça. C'est quand même, ça ne donne pas une folle envie. Et pourtant, c'est fondamental. C'est fondamental. Et je rejoins. Il y a beaucoup de choses qui vont bien, voire très bien. Il y a beaucoup de bientraitance, il y a beaucoup de bienveillance. Il y a des gens absolument extraordinaires, d'ailleurs. Mais je fais partie de l'Union européenne de l'hospitalisation privée. J'en parlais tout à l'heure. On avait fait un tour de table parce qu'en Europe, le sujet des pénuries, malheureusement, c'est très partagé dans les autres pays européens. Sauf que la présidente de l'association des infirmiers et infirmières au Portugal, je crois, oui, j'en suis sûre même, dit bon, nous aussi, on a quand même des difficultés. Puis au niveau rémunération, mais nous, quand on dit dans notre famille, notre oncle ou ma cousine est infirmier, aide-soignant, on nous fait waouh, c'est drôlement bien. En France, vous croyez que les gens réagissent comme ça, font waouh, c'est. Eh ben non, alors que c'est des professions absolument fondamentales. Les professions du care, c'est absolument fondamental. Et alors, je reviens sur un sujet qui me tient à cœur, mais aujourd'hui, il faut dire aux petites filles, mais aussi aux petits garçons, que les professions du care, du soin, infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de puère, sages-femmes, etc., c'est aussi fait pour eux. Parce qu'on ne résoudra pas les pénuries si on recrute que parmi la moitié de l'humanité. Donc effectivement, recrute entre guillemets, effectivement cette notion-là, et dire aussi que dans les établissements de santé, il y a aussi, et nous on n'est pas sur le médico-social, donc je parle du volet sanitaire, il y a aussi des choses formidables, et c'est aussi sans doute pour ça que Agnès Firmin-Lebaudot a voulu faire cette dynamique. C'est aussi pour voir déjà tout ce qu'il y a de bien qui se fait et qui pourrait être mis en partage. Peut-être juste pour rebondir. C'est évident que heureusement que c'est des métiers formidables, heureusement que la majorité aime exercer ce métier et que ça se passe bien. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on passe notre temps à traiter de ce qui ne va pas, mais pas traiter de ce qui va bien. Et que par ailleurs, les projets de service, l'organisation des services, tout ça, c'est mis en place. C'est vrai que là où ça va pas, c'est dès lors qu'il y a un grain de sable qui fait que ça perturbe. Mais ça, à la limite, sur 365 jours, il y a toujours un moment. Après, il y a des phases aiguës. Et il faut faire attention à la chronicité des difficultés. Et nous sommes à ce stade. Et nous sommes tous à ce stade parce qu'aujourd'hui, nous avons un déficit d'effectifs dans les métiers de la santé, qu'il s'agisse des aides-soignantes ou qu'il s'agisse des infirmiers et infirmières. Et donc, c'est vrai qu'il faut absolument rompre cette spirale
parce que être en sous-effectif, on a beau avoir les meilleurs projets, les meilleures organisations dans les services, si vous manque quelqu'un, tout ça tombe à l'eau. Donc, si vous voulez, on disait l'approche macro, mais on est vraiment dans le micro. Il faut le savoir, tout ça, on le maîtrise, le micro. Mais on ne va pas rentrer dans ce détail. Mais il y a des ingrédients qui font, et des conditions, des prérequis qui font qu'il faut pouvoir l'assurer sur la durabilité. Alors, on en vient effectivement à l'attractivité des métiers. Et donc, c'est vrai que mieux faire connaître ces métiers, mieux faire connaître les conditions d'exercice et la diversité de ces métiers contribue aussi à attirer et à faire en sorte que d'autres personnes vont exercer ces métiers. Alors, aujourd'hui, quand on pose la question, moi, je ne dirais pas que... On est fiers quand même d'exercer des métiers de la santé. Hein. Je crois que ce soit les médecins, infirmiers. On a fait une enquête à la FHF, plus de 99% des soignants sont fiers d'exercer leur métier. Bon, il y en a par contre 67% qui disent quand même sentir qu'ils sont en difficulté. Donc, c'est pas nier les difficultés qui existent. Et je pense qu'avoir un discours aussi en positif, mais pas dans le déni, pour dire qu'effectivement la prévention, il y a de la prévention au niveau des populations, mais il faut aussi de la prévention pour les professionnels de santé, que ça engage les employeurs publics comme les employeurs privés, qu'ils sont engagés en la matière, et que quand ils pensent carrière et stratégie, ils pensent aussi accompagnement en la matière, et qu'avec les mutuelles, avec les assureurs, c'est de la complémentarité qu'il faut organiser. Et dire aussi que peut-être qu'il nous faudrait aussi une grande campagne de communication. Alors, ce ne serait pas qu'à nos fédérations de la faire, mais peut-être que si l'État le faisait à l'instar de ce qu'il fait pour la défense, regardez pour la défense et l'armée. Je ne sais pas, moi je fais partie des générations où peut-être à l'époque ça ne faisait pas forcément rêver, n'est-ce pas? Et même si le contexte a changé, mais enfin, elles sont formidables, leurs campagnes de communication. Ça donne envie de s'engager. Donc, je suis quasiment sûre que si nous faisions aussi des campagnes de communication en la matière, ça susciterait aussi des motivations. Donc, moi, je pense que la situation est vraiment pas désespérée, mais par contre, il faut, pour pas qu'elle le devienne, il faut vraiment le saisir. Et parce qu'on a effectivement des situations qui sont chroniques et qu'il faut régler absolument. Et que ça passe par plan de formation, mais renforcement aussi des effectifs, augmentation des quotas de formation, revisite du contenu pédagogique des formations. Et tout à l'heure, quand Marie-Sophie évoquait les compétences, il y a une question de sens. Vous voyez, par exemple, revoir, c'est en cours, on va les travailler, les décrets de compétences des aides-soignantes. Parce qu'on peut largement... on peut élargir leur degré de compétence. De la même façon, vous voyez les discours autour des infirmiers et infirmières. Et donc, il faut aussi élargir leur domaine de compétences pour qu'elles répondent aux besoins de santé et aux besoins d'accompagnement dans le champ médico-social. Et là, on aura des professionnels qui seront en phase avec ce qu'ils ont envie de faire. Mais pour revenir au micro, parce que je trouvais que c'est très intéressant, effectivement, cette approche-là. Pardon, mais vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il se passe beaucoup de choses dans beaucoup d'établissements, beaucoup d'expérimentations, beaucoup d'idées qui émergent, beaucoup de mises en place, mais qu'il y a un moment où la généralisation en fait, d'expériences qui ont bien fonctionné ne passe pas. Et que ça reste très des expériences, hélas, uniquement localisées. Je me trompe ou... Non, c'est vrai, mais en même temps aussi le mythe, quelquefois, de la généralisation pas forcément justifié, parce qu'en réalité, il y a un certain nombre de choses qui se font dans un contexte qui correspondent à une réalité de territoire, une réalité d'acteurs en présence, etc. Et donc, on ne peut pas non plus tout généraliser. Mais vous savez que donc, dans le cadre de la FEAP, nous sommes en train de travailler sur une convention collective unique dans le cadre de Access pour la branche privée solidaire. Et dans ce cadre-là, on a mis en place 2 observatoires. Alors, un observatoire un peu statistique pour savoir ce qui se passe en logique et d'absentéisme et de sinistralité, puisque je rejoins ce que dit Zénab, on est quand même la branche qui a le taux de sinistralité le plus important. Mais pas en gravité. Pas en gravité. En gravité, c'est le BTP. Heureusement. Mais en nombre, c'est effectivement nous. Enfin, donc on peut quand même s'interroger. Je veux dire, donc, étant donné surtout l'activité que nous avons, qui est une activité soignante. Je veux dire, donc on a, à juste titre, on peut s'interroger. Mais on a mis en place également un observatoire qualitatif
sur les mesures et ce qui est fait par les uns et les autres pour essayer effectivement d'aller sur cette capitalisation de bonnes pratiques, parce que autant tout n'est pas généralisable, autant on peut de temps en temps aller prendre les bonnes idées chez les petits camarades sans devoir tout recréer. Donc il y a un certain nombre d'initiatives, en la matière, mais pour l'instant ça ne fait pas système. Voilà, c'est ça qu'on peut dire. Et on reste avec une impression générale, et qui n'est pas qu'une impression à cause du taux de sinistralité, mais qu'il y a effectivement une difficulté spécifique dans notre secteur qui reste à traiter. Vous êtes, les 3 fédérations, vous êtes investis dans la responsabilité populationnelle ou c'est des sujets... Alors c'est drôle d'ailleurs parce que c'est Marie-Sophie de Saulles qui au début a utilisé en fait l'expression, alors que je l'attendais vraiment de la FHF entre guillemets. Non, c'est forcément nous qui devions le faire, étant donné ce qu'elle a fait sur l'ensemble du champ. Je pose la question exprès, Marie-Sophie. Alors en revanche, c'est vrai que la FHF l'a modélisé, la responsabilité populationnelle. Alors on est allé voir aussi un de nos collègues québécois. Qu'est-ce que c'est que la responsabilité populationnelle? C'est en fait une autre façon d'aborder la prise en charge et une autre façon de travailler, quel que soit le statut des acteurs de santé. On l'a fait autour de 2 pathologies, le diabète de type 2, l'insuffisance cardiaque, sur 5 territoires, donc le Douaisis, la Cornouaille, les Deux-Sèvres, le Haut-Bleu-Cézanne, et j'en ai oublié un, ça me reviendra. Et donc, l'idée, c'est même plus qu'une idée, puisque maintenant nous sommes à 3 ans et nous avons des résultats. C'est à la fois d'avoir élaboré une méthode clinique, élaborée avec les sociétés savantes, qui permet de stratifier la population dans ces 2 pathologies, et d'éviter que les populations, par exemple dans le diabète de type 2, se dégradent et passent d'un strate à l'autre. Une fois qu'on a fait cela, nous avons mis en place aussi des guides méthodologiques pour organiser ces réunions, pour coordonner ces réunions. Et donc, ce que l'on constate aujourd'hui sur l'ensemble des territoires, c'est qu'en ce qui concerne le diabète de type 2, le nombre d'hospitalisations via les urgences a chuté, voire divisé par 3 sur certains territoires, et que parallèlement, le nombre d'hospitalisations programmées a augmenté, donc pas via les urgences. Ça veut dire que c'est le bon soin au bon moment, parce que le triple objectif de la responsabilité populationnelle, c'est de maintenir en santé une population, d'avoir la meilleure prise en charge pour le patient, et de mobiliser au mieux les ressources collectives. Et donc, on le voit bien que les premiers résultats... Si on regarde encore le diabète de type 2, en 2019, il y a quand même eu 19 000 patients qui ont été amputés. L'amputation, c'est quand même pas une fatalité. Donc, sur ces territoires, on fait tout pour éviter cela. Donc, il y a un repérage. Aujourd'hui, on a plus de 800 professionnels qui se sont engagés. Concrètement, on a plus de 500, presque 600 actions, programmes de prévention. On a 15 000 personnes qui ont un suivi adapté. Et on voit bien que c'est vers cela qu'il faut aller. Alors, c'est beaucoup plus simple si sur les territoires, les acteurs sont identifiés. Par exemple, CPTS, GHT, cliniques, hôpitaux, acteurs sociaux. C'est beaucoup plus simple. On fonctionne beaucoup mieux. Et donc, inévitablement, c'est la méthode qui permet de faire de la territorialisation en santé. Parce qu'à partir du moment où sur un territoire, là on l'a fait sur le diabète et l'insuffisance cardiaque, mais sur un territoire, si c'est d'autres priorités de santé qui sont évoquées, rien n'empêche que l'ensemble des acteurs, après avoir partagé ces priorités, s'organisent pour répondre et contractualisent sur cette base-là et sont accompagnés pour le faire.
Voilà, en gros, c'est la responsabilité populationnelle. Alors, elle est estampillée, c'est vrai qu'elle est estampillée, et que effectivement, elle est ouverte à tout le monde. On n'attend qu'une chose, elle est inscrite dans la loi, 2019, elle a été inscrite dans la loi Ma Santé 2022, et qu'on n'attend qu'une chose, c'est que les pouvoirs publics s'en saisissent pour pouvoir l'organiser au mieux. Vous en êtes les uns et les autres, ou les unes et les autres. Il faut que j'arrête avec ce masculin. Non, mais on vous Vous me reprendra. pardonnez, Oui, on vous Béatrice. êtes tout pardonné, Jean. Non, je voulais juste un mot sur ce qui a été dit précédemment et avant de répondre directement à votre question. On a aussi signé, alors c'est tout récent en fait, dans la branche de l'hospitalisation privée, un accord avec les organisations syndicales. Tout récemment là, sur un accord classification rémunération, donc autour effectivement de l'attractivité des carrières, de la fluidité des parcours, voilà, de la reconnaissance, etc. Donc voilà, on en est heureux, c'est vrai, parce c'est une étape importante et voilà, qu'il faut continuer, mais c'est une étape très très importante. Après, effectivement, mais je le disais tout à l'heure, la réponse aux besoins des territoires, au plus près des territoires, c'est fondamental. Passer, comme le dit le ministre, mais il faut l'incarner, d'une logique de demande, d'une logique où on offre des choses à une logique où on analyse effectivement de manière fine sur les territoires les besoins pour mettre en place les organisations pour mieux y répondre, c'est fondamental. Nous, on appelle de nos voeux ce qu'on a appelé, voilà, là aussi, je sais pas, c'est une labellisation, on n'en est pas propriétaire du tout, mais ce qu'on a appelé des démocraties territoriales de santé. Aujourd'hui, on a des vocables, on voit bien que tout ça reste encore un petit peu nébuleux. La démocratie territoriale de santé, c'est quoi? C'est effectivement de réunir l'ensemble des acteurs, publics, privés, sanitaires, médico-social, les élus aussi, les élus qu'il faut prendre en considération, les patients, autour de la réponse effectivement à des besoins, aux besoins de la population, puis en réintroduisant aussi des sujets qui sont quand même fondamentaux, qui sont les sujets de qualité et de pertinence, qui effectivement doivent être aussi véritablement réinvestis. La crise sanitaire a sans doute mis un petit peu un coup d'arrêt par rapport à ces logiques extrêmement vertueuses au service du patient de qualité et de pertinence. Il faut les réinvestir. C'est absolument fondamental. Le temps file très vite, Jean, mais on peut peut-être non, prendre une ou deux questions. je suis désolé, j'ai une dernière question, Hélène. Pardon. Je sais, je vais me faire réprimander, parce que contrairement à ma consoeur Anne-Jean Blanc du Point, qui elle est très à cheval sur les horaires, je vais faire une petite dérive, mais j'ai vraiment une question très particulière pour la FHF, donc vous pouvez respirer, la FEAP et la FHP. Il y a vraiment, non, mais parce que qui va intéresser votre voisin aussi. Non, c'est pour revenir juste à la prévention dans les établissements. Eh oui, vous auriez dû vous y attendre. En 2027, aujourd'hui... je la saisis. Donc aujourd'hui, les personnels hospitaliers ont des contrats santé, d'assurance, contrats santé et prévoyance qui sont privés, voilà, et individuels. En 2026, les établissements au 1er janvier 2026 seront contraints d'avoir des couvertures collectives, comme ça se pratique dans les établissements de vos confrères, consoeurs. Voilà. Et alors, ok, la date est bien fixée, on ne sait pas trop ce qu'il y aura dedans quand même, est-ce qu'il y aura de la prévoyance, pas de prévoyance, etc. Mais est-ce que la tentation n'est pas grande? Et pardon de vous poser la question aussi directement, et peut-être c'est intéressant d'avoir la réaction de Bertrand Masfrecinet aussi. La tentation n'est pas grande de déléguer en fait toute une partie de la QVT et de la prévention des établissements à ces futurs opérateurs de contrats collectifs et d'en faire même un critère de recrutement dans le cadre des appels d'offres, si c'est comme ça que ça se passe.
Alors, je pense que là-dessus, il n'y a pas de, enfin, on a aucune ambiguïté, que la prévention, elle est à la fois publique et elle est à la fois privée. Ouais. Et c'est le meilleur qui doit l'organiser. Quand je parle de cela, c'est pour la prévoyance, notamment. Aujourd'hui, Oui. vous avez raison de dire que, d'ailleurs, nous on le déplore, on aurait voulu que dans la fonction publique, ce soit avant 2026, parce qu'on en fait un élément d'attractivité des carrières. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas pouvoir le faire avant. Pour autant, je pense que ce qui nous intéresse, c'est nous d'avoir la meilleure réponse et la meilleure offre pour nos professionnels. Donc, qu'elle soit publique ou privée, ça n'a vraiment aucune importance. Aujourd'hui, ce que nous ne savons pas, c'est d'une part le périmètre. On ne sait pas si ça va être un volet stricto sensu santé ou santé et prévoyance. Et puis ensuite, ce que nous ne savons pas non plus, c'est comment tout cela va être aussi financé. Parce que je rappelle que ça va être dans le cadre de l'ONDAM, cette affaire-là. Et que si c'est pas financé dans l'ONDAM, inévitablement, ça sera sur il faudrait pas que ce soit la masse salariale. Vous voyez, il faudrait pas qu'on comprime la masse salariale pour pouvoir financer les mesures de prévoyance et de santé. Mais pour vous répondre, non, il y a, j'ai envie de dire que il y a au contraire, c'est une occasion, une opportunité extraordinaire pour que public-privé sur cette affaire-là soit complémentaire et propose des offres. Non, il n'y a pas de, au contraire, très clair là-dessus. Oui, juste un petit complément, peut-être avec une vision encore plus large sur le sujet du financement en réalité, parce que c'est ça qui nous intéresse finalement. On a parlé beaucoup de prévention. Il y a un titre, c'est prévention coûte que coûte. Oui, par hasard. Oui, voilà, coûte que coûte. Donc à un moment donné, se pose la question du financement de la prévention, mais d'autres sujets vont avec la prévention. Ça sera le sujet de la dépendance. Dans des finances publiques qu'on connaît, qu'on sait contraintes, avec des établissements qui doivent investir, qui doivent être attractifs, donc valoriser les salaires de leur personnel. Tout ça, il y a quand même une quadrature du cercle. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on voit que, par ailleurs, il faut financer l'écologie, la défense, etc. Donc, et quelles sont les ressources qui financent finalement l'ensemble de ces sujets ? C'est l'impôt, avec des cotisations qui sont passer de plus en plus des cotisations sociales sur les salaires qui dérivent de plus en plus vers un impôt à des bases plus larges, comme la CSG, etc. C'est évidemment fondamental. Pourrait financer, et dans certains pays, ça a une vraie valeur, le don. Moi, je veux mettre ça en exergue, mais notre politique de don, de mécénat en France, et vis-à-vis de ce secteur, un secteur sanitaire quand même, qui a une plus-value de sens et de valeur, devrait être, à mon sens, beaucoup plus porté, développé. Moi, j'ai eu la chance de travailler 1 an dans des établissements anglo-saxons. Quand vous montiez un ascenseur, c'était financé par un tel, l'autre ascenseur était financé par un tel. Ça paraît peut-être anecdotique ici, mais je peux vous dire que dans la proportion de ce qui était financé dans d'autres pays, c'est considérable. Donc là, il y a peut-être une réflexion collective à avoir sur les dons orientés. Nous avons porté à un moment donné les dons de RTT. Il s'agissait pendant la crise Covid de s'entraider. Et puis, j'en viens évidemment au sujet mutualiste et des assureurs complémentaires qui participent aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, au financement collectif du système de santé, à travers le remboursement, à travers la part complémentaire, qui sont un acteur. Alors, un acteur du financement un acteur de la prise de décision sur ce qu'on finance. Mais il y a quand même là aussi une réflexion à avoir, et à mon avis, il faut continuer à avancer sur ces 3 axes, et ne pas perdre de vue qu'on a un modèle français qui est assis sur ces 3 solutions de financement, plus ou moins, qu'on s'est beaucoup appuyé sur l'impôt, que parfois l'État n'assume pas et demande aux complémentaires de payer. Mais moi, je serais pour une certaine transparence, qu'on assume qu'il y a 3 acteurs, il y a 3 possibilités de financement, et qu'on sache qui fait quoi, qui finance quoi. Et je pense qu'en effet, que les acteurs complémentaires et mutualistes ont une part grande à jouer sur la complémentaire santé-prévoyance, évidemment, mais sur les sujets de prévention, de dépendance et autres, et que ça fait partie de notre écosystème, et qu'il faut, et c'est une des leçons de l'histoire, plutôt s'appuyer sur ce que sont nos forces, plutôt qu'essayer de les faire disparaître. Voilà.
Merci beaucoup, Hélène. Cette fois-ci, Oui. je m'excuse encore, Hélène. Mais avec plaisir, Jean. Jean-Martin Cohen-Solal, vous aviez une question. Juste réagir à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les métiers de la santé. Parce qu'effectivement, on est à un moment où je trouve que les métiers de la santé ne sont pas valorisés. Alors, vous avez parlé des métiers paramédicaux, mais des métiers médicaux aussi. Et moi, je suis, en tant que médecin, j'ai quand même pratiquement plus de 40 ans, et je suis un peu triste de voir comment les médecins eux-mêmes donnent de leur métier une image épouvantable, alors que c'est un métier absolument formidable. On a beaucoup de chance d'être médecin. La relation médecin-malade, ça apprend énormément de choses au quotidien, donne beaucoup de richesse. Et je pense que moi de mes souvenirs de ma pratique médicale, c'est ce que m'ont apporté les patients, ce qu'ont apporté les malades. On a une chance folle de faire ces métiers-là. Et je suis triste de voir les médecins se plaindre de ce qu'ils font, alors que c'est un métier qui est très correctement rémunérés, en tout cas comme des cadres sup. Il faut arrêter de se plaindre. On a l'impression que quand on entend les médecins aujourd'hui, que c'est des OS qui sont sous-payés, ce qui est faux. Ils sont payés, quand on voit les rémunérations, quand on voit les revenus en France, les revenus des médecins sont des revenus de cadres sup. Et en plus, c'est un métier absolument formidable dans la relation médecin-malade. Et je voulais poser une question. Je voulais donc réagir à ce que vous disiez. Je soutiens ce que vous dites. C'est vrai, Zénab a raison. Ce serait bien aussi de valoriser collectivement, comme le fait l'armée très bien, les métiers de la santé, tous les métiers de la santé. Je voulais juste poser une question, puisqu'on parle de prévention. Pour moi, la prévention, il y a un point qui est important dans le domaine de la prévention, c'est aussi la vaccination. En tant que quand j'ai eu la responsabilité des établissements mutualistes, j'avais essayé de faire passer un texte en disant que j'aurais voulu que tous les personnels médicaux et paramédicaux des établissements mutualistes soient systématiquement vaccinés, au moins qu'on leur propose systématiquement la vaccination, et même qu'ils soient systématiquement vaccinés, parce que la base de la prévention, c'est la vaccination. Donc, est-ce que vous pensez que malgré tout ce qui s'est dit là ces dernières années, on peut aller dans tous vos établissements vers au moins pousser les personnes à se vacciner, parce qu'on voit bien les problèmes que pose la vaccination contre la grippe, on l'a vu contre le FIT, mais la vaccination contre la grippe, tout simplement. On vaccine bien contre la grippe dans beaucoup d'entreprises. Oui. Beaucoup d'entreprises, on propose la vaccination contre la grippe. Et je pense que tous les établissements de santé devraient au moins pousser leur personnel, médicaux et paramédicaux, à se vacciner contre la grippe. Merci beaucoup. Et pour votre témoignage et pour votre question, donc peut-être chacun sous forme de conclusion en même temps. Oui, pour vous répondre, la FHF avait déjà il y a 3 ans appelé à l'obligation vaccinale contre la grippe, notamment pour tous ceux qui exercent auprès des plus vulnérables. Oui, tout à fait. Je crois qu'on ne peut qu'en pousser aux actions de prévention, et la vaccination fait partie de cette prévention et de la protection également. Merci. Oui, je pense que c'est des sujets sur lesquels on est très alignés. Et puis quand on voit effectivement prospérer les antivax sur les réseaux sociaux, c'est assez irritant, pour reprendre un terme qu'on employait tout à l'heure. Plus largement, moi, je trouve que c'est dommage. Je trouve qu'on n'a pas tiré les leçons de la crise sanitaire. On aurait pu profiter de la crise sanitaire pour véritablement faire prospérer une véritable stratégie de santé publique dans notre pays. Parce qu'on voit bien qu'à un moment donné, on a transmis des messages pendant la crise sanitaire, certains bons, d'autres moins bons, tout n'a pas été parfait, mais il y avait les germes en fait d'une sensibilisation de l'opinion publique, des citoyens, et de co-construction avec eux, parce que là aussi on a un peu latéralisé la démocratie sanitaire, de co-construction avec eux, et ça c'est dommage. Ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, on n'a pas eu le temps d'en parler parce que la table ronde a été très foisonnante, mais ce qui est important, si on veut valoriser les professionnels, il faut aussi valoriser leur mission. Et je voudrais dire que, par exemple, on voit passer, nous, 9 millions de patients par an, sans compter les proches, dans les 1000 hôpitaux et cliniques privées à mission. Vous imaginez 9 millions, et c'est pareil, évidemment, vous imaginez la popule dans les autres établissements publics et privés associatifs. Vous imaginez le vecteur qu'on est pour transmettre aussi, parce qu'on fait de la prévention secondaire, évidemment, soins de suite et de réadaptation, etc. Mais on peut être aussi des lieux de prévention primaire. Et on le fait dans les maternités, mais ces missions-là, elles ne sont pas assez valorisées, elles ne sont pas assez reconnues, elles ne sont pas considérées. Oui. Donc si on peut aussi garder de table ronde la nécessité que les établissements de santé soient vus comme des lieux de prévention primaire, secondaire, tertiaire, ça me paraît quand même quelque chose d'important à dire. Merci beaucoup. Marie-Sophie De Saulles.
Oui, simplement, en guise de conclusion, le sujet de la prévention pour les professionnels de santé pâtit en fait de la conception même qu'on a de la question de la prévention dans notre pays. Moi, j'ai été très frappée de l'analyse qui a été faite donc après la crise Covid, qui montrait combien on avait été confronté au fait que la population générale n'acceptait pas l'idée de la population à risque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez, on s'était dit il faudrait vacciner que les personnes âgées de plus de 75 ans, ou au contraire, il faudrait que les personnes âgées de plus de 75 ans ne sortent pas de chez elles parce qu'elles sont le plus à risque, et que ça permettrait à tout le monde, et notamment aux plus jeunes, de continuer à vivre, etc. Et que c'était insupportable. L'idée d'avoir un raisonnement de population à risque. On se retrouve un peu dans la même situation pour nos soignants. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas pourquoi ils seraient traités différemment du reste de la population. Or qu'en réalité, ils sont eux-mêmes plus à risque, et surtout, ils sont plus à risque de transmission à des personnes fragiles. Et ça montre le manque de maturité de notre pays et de la société globalement sur ces questions de prévention et ce que c'est réellement la prévention. Et la prévention n'est pas forcément en population générale. La prévention, elle est pour des personnes qui ont des caractéristiques X, Y, Z et qui sont plus à risque. Et donc, tant qu'on n'aura pas gagné en maturité sur ces questions-là, mais là, il y a du travail de scientifique, de communication, etc., à réaliser, je pense honnêtement qu'on aura également du mal à traiter en fait le sujet de la prévention des professionnels soignants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous applaudit. Voilà, merci. C'était effectivement très très riche. On va profiter que vous êtes là, les trois fédérations, pour que Bertrand Massefassinet conclue, puisque c'était la dernière table ronde. Vous reviendrez l'année prochaine. Dites-moi oui pour les. Voilà. Merci Jean. Évidemment, un petit mot de conclusion. Pour remercier, j'avais commencé en introduction à remercier, et en conclusion, je remercie évidemment notre partenaire Le Point, qui nous a accompagnés pendant ces 2 journées, cette journée et demie. Merci beaucoup pour votre engagement et pour le travail qui a été fait. Merci aux équipes du groupe Pasteur Mutualité, de la Ville AM, qui ont rendu ces journées possibles. Et puis, je reprendrai les mots de Jean Martin dans une des premières table ronde. Jean-Martin Cohen-Solal. Qui insistait sur le fait qu'évidemment la prévention est passée dans l'histoire à travers des grandes campagnes de communication et l'importance des mots et des slogans. Mais tu as dit, pas que des mots, il faut aussi de l'action et des actions. Et on a vu à quel point tous les acteurs, publics, privés, mutualistes, citoyens, étaient engagés dans des actions concrètes dans le cadre de la prévention. Et des actions qui vont de la médecine d'aujourd'hui, très scientifique, du futur, basée sur l'intelligence artificielle. On l'a vu dans les tables rondes de ce matin, sur la gestion des data, avec tous les sujets que ça met en avant. Et d'autres actions de prévention qui peuvent être liées à des actions portées par l'État. Et ça reste toujours des actions importantes, que l'État soit à l'initiative de grandes politiques publiques. On parlait de nutrition, on parlait de lutte contre la sédentarité, l'obésité, etc. Donc tout ça, à un moment donné, on a bien compris qu'il faut que tout ça s'harmonise et que tous les acteurs participent pour que la prévention existe. Il faut des financements, on l'a évoqué juste avant. Mais tu disais hier, pas que des mots, des actions. On a vu que c'est pas que des... Je rajouterai, pas que des mots, des actions et aussi des émotions. On l'a vu, là aussi, dans une très belle table ronde, avec cette médecin gynécologue qui chante, et à quel point on peut apporter du bien-être et participer aux soins et à la prévention à travers, en effet, les arts en général, et la beauté. C'était un des sujets de la table ronde. Donc, pas que des mots, des actions, des émotions. Et finalement, on renoue avec quand même le sens de l'histoire, y compris de l'histoire de la médecine, excusez-moi, mais de tout temps, moi, mon grand-père, qui était gynécologue, avait fait ses humanités.
comme on disait. Et tout ça, en réalité, était lié. Et la relation médecin-malade, c'est pas qu'une relation de traitement ou que scientifique. Elle est aussi beaucoup dans la parole, dans l'échange, dans le rapport humain, en réalité. Et donc, voilà, on a balayé tout le champ de la médecine très technique, scientifique, et elle est importante, elle est même essentielle, mais il faut savoir aussi renouer avec ce qui est les fondamentaux du soin, c'est-à-dire la relation humaine. Voilà ce que je voulais vous dire. Président, merci beaucoup.